Salut, c'est moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça doit faire quelque chose comme 2 ou 3 mois. Je n'ai pas été très présente ces derniers temps pour de très bonnes raisons, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. J'en parlerai peut-être. Je ferai peut-être une vidéo consacrée à ce sujet-là, qui est un sujet assez important et un peu difficile à aborder, mais que j'ai envie d'aborder quand même. Donc on verra selon comment je me sens si je fais une vidéo ou pas sur ce sujet, mais a priori c'est quelque chose que j'aurais envie de faire. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler de mes lectures du mois de septembre. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai lu pas moins de 8 livres ce mois-ci, ce qui est énorme pour moi qui suis plutôt à 4-5 en temps normal et qui, ces 2 derniers mois, n'ai rien lu du tout. Donc on peut dire que pour moi la rentrée 2020 ça aura été une rentrée assez productive en termes de lecture. Donc voilà, assez parlé, je passe tout de suite à mes lectures du mois de septembre, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu, ou plutôt que j'ai écouté parce que c'était un audiobook au mois de septembre, c'est Northanger Abbey de Jane Austen. Comme vous le savez, je suis une très grande fan de Jane Austen, ce n'est pas la première fois que je vous en parle sur cette chaîne. Par contre, c'est la dernière parce que Northanger Abbey était le dernier titre de Jane Austen que j'avais à lire avant d'avoir fini de lire sa bibliographie complète. Donc ça y est, j'ai accompli l'œuvre de ma vie, j'ai lu l'intégralité de l'œuvre de Jane Austen, je peux mourir en paix. Northanger Abbey, c'est l'histoire de Catherine Morland, une jeune fille tout à fait banale de 17 ans qui vient d'une famille très nombreuse et que rien ne prédispose en fait à vivre une des grandes aventures des romans gothiques qu'elle adore lire et qui nourrissent son imagination à longueur de temps. Pourtant, quand elle est invitée à séjourner quelque temps à Bath avec une amie de sa famille, je crois, si mes souvenirs sont exacts, je ne sais plus, et où elle fait la rencontre du charmant Henry Tilney, elle commence à s'imaginer en héroïne de roman et à se dire que peut-être qu'elle aussi, elle pourrait vivre des aventures fabuleuses. Son imagination s'emballe complètement quand la famille Tilney, qui s'est prise d'affection pour elle, l'invite à passer quelques jours chez eux, à l'abbaye de Northanger, d'où le titre du roman. Un lieu qui, pour elle, dans son imagination, sera forcément le théâtre de mystérieuses et étranges aventures. Alors bien évidemment, son imagination débordante va se retrouver confrontée à une réalité qui est loin d'être aussi romanesque, ce qui va la forcer à voir la réalité en face et en fait à grandir et à évoluer. Alors bien sûr, comme toujours, j'ai passé un excellent moment en lisant ce livre. Je suis une inconditionnelle de la plume de Jane Austen que je trouve vraiment mordante. Il y a des moments où je me suis vraiment franchement marrée, surtout face à l'imagination incommensurable de l'héroïne qui s'imagine toujours des choses un peu dark, un peu mystérieuses face à des situations qui sont en réalité tout à fait banales. J'ai beaucoup aimé notamment sa relation avec son love interest, Mr. Tilney, qui l'a très bien cerné en fait, a très bien compris qui était ce personnage et quelle était l'étendue de son imagination et qui aime beaucoup de lui-même la taquiner un peu en titillant son imagination justement. Catherine, en dehors du fait qu'elle soit un peu naïve et qu'elle vive un peu en dehors des réalités, hein, elle est un peu lunaire, elle vit un peu dans son monde. En dehors de ça, c'est une jeune fille qui est très gentille et qui est très loyale et qui reste néanmoins quand même assez agréable à suivre et pour laquelle on a envie que les choses se finissent bien. Néanmoins, de mon point de vue, c'est pas du tout l'héroïne la plus marquante de Jane Austen. Je pense que pour moi, de toute l'œuvre de Jane Austen, ce sera même l'héroïne la moins marquante. Et bien sûr, comme dans tout bon Jane Austen qui se respecte, il y a toujours ce personnage que l'on s'imagine être amical, que l'on s'imagine être bon, et qui se révèle toujours à un moment ou à un autre être un menteur, être un trompeur, et c'est un trope que j'aime beaucoup moi dans les livres de Jane Austen, et j'en suis arrivée en fait à un point où j'attends toujours ce moment de la découverte de qui sera ce fameux personnage auquel on aura fait confiance jusque-là et qui se révélera en réalité être un trou duc, quoi.
Enfin voilà, moi c'est vraiment mon petit plaisir perso, la découverte de ce personnage trompeur ou de ces personnages, parce que parfois il y en a plusieurs, mais il y en a toujours au moins un. Dans l'ensemble, même si j'en ai bien évidemment beaucoup apprécié la lecture, ou plutôt l'écoute, je pense que Northanger Abbey sera le roman de Jane Austen qui, de manière générale, m'aura le moins marqué. Notamment, je trouve ça vraiment dommage que la partie du livre qui soit justement consacrée au moment passé dans l'abbaye soit aussi court. En fait, je crois qu'on n'y arrive qu'à la moitié du roman. Et c'est vraiment dommage parce que c'est là en fait que les choses deviennent vraiment amusantes, c'est là que son imagination s'emballe vraiment et c'est là que les choses se passent vraiment. Et en fait j'ai eu l'impression pendant toute la première partie du roman de perdre un peu de temps avec des choses qui, de mon point de vue, n'étaient pas très importantes et pas très intéressantes. Voilà, c'est tout pour Northanger Abbey et on peut dire maintenant adieu à Jane Austen car maintenant que j'ai lu toute son œuvre, je ne vais plus en parler, en tout cas pas pendant un petit moment, pas si je décide d'en faire une analyse plus approfondie ou de faire un sujet spécial sur elle et sur son œuvre, mais pour l'instant, adieu Jane Austen, merci pour tout, je t'aime. Les deux livres que j'ai lus en format physique cette fois-ci, c'est la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo. J'ai dû regarder sur internet comment ça se prononçait parce que je n'avais aucune idée. Donc ça se prononce Leigh Bardugo. La duologie donc Six of Crows qui se compose donc du premier Six of Crows et du second Crooked Kingdom. Je précise avant toute chose que si vous souhaitez lire la duologie Six of Crows, il vaut mieux avoir lu la trilogie que j'ai derrière moi juste ici, Shadow and Bones, qui se déroule dans le même univers et qui explique en fait de manière beaucoup plus simple l'univers et notamment le système magique de cet univers. Parce que le problème dans Six of Crows, c'est vu qu'en fait c'est un genre de suite, ça se déroule après. C'est pas vraiment la suite dans le sens où les événements de la trilogie Shadow and Bones sont pas vraiment importants dans Six of Crows, mais ça se déroule après, ça se déroule dans le même univers et en fait on est plongé directement dans l'univers sans aucune explication. Donc je conseille vraiment, si vous voulez pouvoir accrocher correctement à Six of Crows, de lire la trilogie Shadow and Bones ou la trilogie Grisha avant. Voilà, donc maintenant il va falloir que je vous résume cette duologie et je dois vous avouer que j'ai dû regarder un résumé sur internet parce que je savais absolument pas comment résumer cette histoire parce que c'est un bordel. Et j'ai pris mes petites notes, je vais vous le lire, ça va faire un peu école, mais bon, au moins comme ça ce sera clair. Alors dans ce monde, les personnes dotées de pouvoirs magiques sont appelées des Grisha. Au début de l'histoire, on découvre qu'une drogue qui s'appelle Yurdaparem, pareil je suis pas super sûre pour la prononciation, mais ça doit être à peu près ça, Yurdaparem, a été développée. Il se trouve que c'est une drogue extrêmement addictive et qui a le pouvoir de démultiplier les pouvoirs des Grisha, des personnes qui ont des pouvoirs magiques donc, de manière inimaginable. Mais aussi, comme la drogue est extrêmement addictive, grâce à l'addiction qu'elle crée, ça les rend aussi très très faciles à contrôler. L'homme qui a découvert cette drogue, en fait, a été emprisonné dans un palais dont la sécurité est légendaire, en fait, qui est réputé pour être impénétrable. Et il se trouve donc que Kaz Breaker, un jeune garçon de 17 ans qui est un voleur et qui fait partie d'un gang, se fait proposer une somme d'argent colossale pour pouvoir faire sortir cet homme de sa prison. Dû à l'apparente impossibilité de la tâche, Kaz monte une équipe composée, incluant lui-même, de 6 personnes, d'où le titre Six of Crows, qui ont toutes des compétences bien particulières et qui sont tous très différents. Donc voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire du tome 1. Et à partir de là, bien sûr, il va se passer un tas de choses, plein de péripéties, etc., etc. Je suis très nulle pour les résumer, vous m'excuserez, sincèrement. J'aimerais bien pouvoir résumer mieux, surtout un livre que j'ai autant aimé, parce que là, on est vraiment sur un énorme coup de cœur, vraiment. Je pense que là, on est sur, à ce jour, une de mes séries préférées.
Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de lire la duologie Six of Crows. En fait, depuis l'année dernière, depuis que j'ai lu la trilogie Grisha, j'avais envie de lire Six of Crows. Et ça y est, c'est fait, enfin. J'ai attendu très très longtemps pour me l'offrir, mais maintenant que c'est fait, je dois dire que je suis pas déçue du tout. Ça valait l'attente, ça valait l'excitation. J'avais peur d'être déçue en fait parce que j'étais tellement pressée de lire, j'avais tellement envie de lire cette duologie que j'avais peur d'être déçue. Et en fait, vraiment, je suis vraiment en extase devant ces livres, vraiment. Ces deux livres, en fait, c'est des montagnes russes permanentes d'action et d'émotion. J'arrivais jamais à finir un chapitre sans avoir envie automatiquement de commencer le suivant. Ça m'a été vraiment impossible de le poser, de me désintéresser. Ça m'a tenu en haleine de bout en bout, c'était vraiment génial. L'univers qu'a créé cette autrice est d'une complexité incroyable et fascinante, avec toute une dynamique géopolitique hyper intéressante en fait, que sa première trilogie faisait vraiment que toucher du bout du doigt, et dans laquelle, là, avec cette duologie, on rentre vraiment pleinement dedans. Mais ce qui rend cette duologie vraiment incroyable, c'est aussi et surtout ses personnages. On a ces 6 personnages qui sont tous très différents les uns des autres, qui ne sont pas forcément amis, qui sont même parfois ennemis, et qui vont devoir apprendre en fait à travailler ensemble et à tisser des liens, à se faire confiance, et parfois c'est extrêmement compliqué. Ce sont tous des menteurs, des voleurs, des assassins, bref, c'est vraiment pas des héros typiques, mais finalement on se rend compte que ce sont juste des ados qui font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent, tout simplement pour survivre dans un monde qui est vraiment sale et cruel. Chacun de ces différents personnages principaux est vraiment un mystère au début, et puis au fur et à mesure que l'histoire avance, on en apprend de plus en plus sur eux. Il y a de très nombreux flashbacks qui sont, de mon point de vue, vraiment savamment placés dans l'histoire, qui nous en apprend plus sur leur backstory à chacun. Des backstories qui sont toutes plus tragiques les unes que les autres. Certaines sont vraiment tellement cruelles qu'il y a des moments j'en ai pleuré et j'en ai grogné de rage. C'était vraiment... ça prenait au cœur, c'était incroyable. En bref, pour moi, c'est un must-read absolu. Si vous ne connaissez pas le Grishaverse de Leigh Bardugo et que, comme moi, vous aimez la fantasy, l'action et les personnages complexes, franchement, foncez la tête baissée, vous le regretterez pas. Les 2 livres suivants sont également une duologie que j'ai écoutée cette fois-ci en audiobook. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 du Comte de Monte Cristo, le grand classique d'Alexandre Dumas. Alors encore une fois, pour le résumé, j'ai mon petit calepin, donc je vais vous faire la lecture. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire ça à chaque fois pour les résumer, parce que ce sera beaucoup plus simple. Parce que comme j'ai beaucoup de mal, moi, à résumer mes lectures, c'est mieux que je les écrive. Les résumés que je vous lis, c'est moi qui les ai écrits, hein. Ça vient pas de Wikipédia. Je me suis un peu aidée, mais c'est moi qui les ai écrits. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire ça. En fait, je vais lire mes résumés écrits parce que j'ai tellement de mal à résumer les livres et expliquer ce que je lis que je pense que ce sera beaucoup plus simple et ça prendra beaucoup moins de temps comme ça. Donc, en 1815, Edmond Dantès est un jeune homme de 19 ans à l'avenir prometteur. Marin, il est sur le point de devenir capitaine du navire Le Pharaon, sur lequel il navigue, et il est également sur le point d'épouser Mercedes, la femme qu'il aime. Mais son bonheur fait des jaloux, et le jour même de son mariage, il est emmené par des gendarmes suite à de fausses accusations lancées à son encontre. Il est jeté en prison sans procès et sans même savoir de quoi il était accusé. Il y restera 14 ans et parviendra à s'enfuir, et suite à la découverte d'un immense trésor caché sur l'île de Monte Cristo, il ne réapparaîtra devant ses anciens amis et traîtres que sous les traits du comte de Monte Cristo, prêt à utiliser son immense fortune et les nombreux secrets qu'il aura découverts sur ses ennemis pour se venger. Alors, la première chose que j'aurais à dire sur
le conte de Monte Cristo, c'est que j'étais pas préparée à un tel pavé. C'est-à-dire qu'à la base, quand j'ai téléchargé le conte de Monte Cristo, je ne savais pas qu'il y avait 2 tomes. J'ai téléchargé le tome 1 en pensant qu'il s'agissait de l'œuvre complète. Et il y en avait déjà pour plus de 25 heures d'écoute. Donc je me suis dit déjà, c'est un beau bébé. Une fois arrivée à la fin de cette écoute, et en me rendant compte qu'en fait, ça se terminait sur un putain de cliffhanger, et en entendant à la fin « Vous venez d'écouter le conte de Monte Cristo, tome 1 », je me suis rendu compte que 25 heures, en fait, c'était que la moitié, et qu'il y avait un tome 2 qui faisait lui aussi presque 25 heures. Près de 50 heures d'écoute au total, du coup, pour ce grand classique de la littérature française. Mais franchement, 50 heures d'écoute qui valaient le coup. Cette histoire, c'est vraiment un chef-d'œuvre, en fait, qui démontre comment la jalousie et l'ambition peuvent transformer des hommes simples en criminels qui sont capables de détruire complètement la vie d'un autre homme pour au final pas grand-chose. Et comment les années de captivité et le désir de vengeance peuvent transformer un jeune homme simple et heureux en un homme froid et calculateur. Ce qui est aussi extraordinaire dans cette histoire, c'est que tout, absolument tout est lié. Rien n'est laissé au hasard. Il y avait des moments, en fait, où il y avait des apartés dans l'histoire, où par exemple, on nous racontait l'histoire d'un mec qui avait rien à voir avec la choucroute, et ça durait longtemps, et on nous racontait toute l'histoire de sa vie. Et moi, ça me faisait chier un peu, je me disais, mais pourquoi on nous raconte ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et en fait, non, c'est pas un hasard. Tout ce qui t'est raconté, toutes les histoires de personnages qui a priori n'ont rien à voir avec la choucroute, ça va revenir plus tard et ça aura son utilité. Vraiment, rien n'est laissé au hasard, tout est lié. Ce qui apparaît donc évident avec toutes ces backstories racontées en long, en large et en travers, c'est le soin apporté à la caractérisation de chaque personnage, même les personnages secondaires, de manière à ce qu'on comprenne vraiment leur vie et leur motivation. Perso, moi, ce qui m'a le plus marqué, le plus impressionné, c'est le personnage du comte de Monte Cristo lui-même, qui semble absolument tout savoir sur tout le monde de manière très mystérieuse, et aussi sa capacité à se dissimuler, en fait, à se déguiser, à se faire passer pour d'autres personnes, sans que personne se rende compte de rien. Et en fait, à chaque twist, à chaque moment où on comprenait que lui savait tout et avait tout prévu, j'étais là, je me disais, waouh, mais c'est un fou, comment il a fait et tout. Ça n'existait pas Internet à cette époque, comment il a fait pour savoir tout ça. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans, c'était vraiment, vraiment excellent. Et puis c'est une histoire qui est vraiment pleine de rebondissements. On apprend vraiment énormément de choses, puis comme je vous disais, tout est lié. Tous les personnages ont fait des trucs un peu sales, un peu cachés sous le tapis, et le comte de Monte Cristo en fait fait remonter tout ça à la surface lentement, très lentement. Ça prend des années, ça met du temps vraiment à remonter, mais c'est d'autant plus savoureux parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite bulle qui pop, qui ressort comme ça, un petit secret qui éclate, t'es là genre waouh. Ouais, je suis facilement impressionnable. Sinon, petite parenthèse, big up à mon personnage préféré de toute l'histoire, Eugénie Danglars, icône féministe et très probablement lesbienne. Pour en finir sur le conte de Monte Cristo, je dirais que c'est vraiment un gros challenge de lecture. Il faut pas avoir peur des gros livres, il faut pas avoir peur d'y passer du temps, il faut pas avoir peur de s'ennuyer, parce que je vous assure qu'on s'ennuie pas du tout. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Moi, ça va que je l'ai écouté en audiobook. Déjà, 50 heures en audiobook, c'est énorme. Je n'ai pas eu entre les mains l'épaisseur des 2 tomes, mais je suppose qu'on est sur quelque chose de vraiment très impressionnant. Mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment pas un classique pour rien, c'est vraiment excellent. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, ou plutôt que j'ai terminé ce mois-ci, parce que je l'ai commencé il y a plusieurs mois, et puis j'avais complètement arrêté de le lire, et là j'en ai eu marre de le voir traîner dans ma chambre depuis 3 mois, c'est
Harry Potter and the Goblet of Fire by J.K. Rowling, illustré par Jim Kay. Voilà, comme vous le savez, j'avais recommencé à lire la saga Harry Potter, les versions illustrées. J'avais fait une vidéo, j'avais parlé du tome 1, du tome 2, entre temps j'ai eu le tome 3, j'ai pas fait de vidéo. Et là donc je viens de finir le tome 4. Je ne vais pas faire de résumé de ce qui se passe dans Harry Potter et la Coupe de Feu, parce que je pense que de nos jours, tout le monde sait plus ou moins ce qui se passe dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Je vais juste profiter de ce moment pour parler un peu vite fait à cœur ouvert d'un sujet qui est très très important. On va parler un petit peu de J.K. Rowling et du fait que ce soit une énorme transphobe et qu'elle s'en cache plus du tout. En fait, elle l'agite même fièrement au nez des gens et ça commence à devenir vraiment problématique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à relire la saga il y a quelques mois, j'en avais pas vraiment conscience. Et entre-temps, elle est devenue vraiment très très agressive dans sa transphobie. Elle a sorti son espèce de manifeste à 2 balles sur son site internet que j'ai lu en entier et qui était vraiment scandaleux. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Donc moi c'est très simple, j'ai des amis très proches qui sont trans, auxquels je tiens énormément. Et pour moi la transphobie, c'est mort, ça passe pas. C'est-à-dire que les personnes trans, c'est juste des personnes. Il n'y a pas à avoir d'avis dessus. Elles sont comme elles sont, elles existent. On n'a pas à les accepter, à ne pas les accepter. Elles sont juste comme elles sont. Et on a juste à les respecter, c'est tout. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à lire ce livre il y a plusieurs mois et que je me suis arrêtée et que j'arrivais plus à me remettre dedans. C'est parce que c'est le moment justement où J.K. Rowling a commencé à vraiment agiter sa transphobie crasse au nez du monde. Et du coup, ça m'a un peu cassé mon envie de relire la saga Harry Potter. Là, je me suis remise dedans. Parce qu'on va pas se mentir, la saga Harry Potter, pour moi, comme pour, je pense, beaucoup de gens de ma génération, c'est une saga qui est extrêmement importante, qui a une très très grosse place dans ma vie, qui a beaucoup contribué à la construction de mon imaginaire, à la construction de ma personnalité. Je fais partie de ces gens qui sont très fiers de dire dans quelle maison ils sont à Poudlard. J'ai toute une collection Harry Potter là derrière moi. Enfin voilà. Les livres illustrés par Jim Kay sont absolument magnifiques, les illustrations sont superbes. Et les livres Harry Potter, c'est les livres que j'ai le plus lus et relus dans ma vie. Et en fait, quand je relis un Harry Potter, c'est un peu pour moi comme si je me glissais sous une couette bien chaude, bien confortable et bien familière. Et c'est un peu ce que je ressens quand je lis un livre Harry Potter. Et c'est ce que j'ai ressenti là quand je me suis replongée dans cette lecture. Et bien sûr le fait que les illustrations soient magnifiques n'ont rien gâché. Cependant, je n'ai pas envie d'en parler plus que ça. Je n'ai pas envie de parler de J.K. Rowling parce que ça m'énerve, ça m'affecte. Parce que voilà, le problème de J.K. Rowling, c'est qu'elle n'est pas toute seule et en plus elle a une audience énorme et ses mots atteignent énormément de gens et pour elle c'est juste des mots. Pour les gens qui sont concernés, ce sont des actes, ça se transforme en des actes et c'est des actes graves qui toujours blessent et parfois tuent. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à lire Harry Potter. Je vais finir de relire la saga. Ça reste une saga que j'adore et que je trouve géniale et que j'ai sincèrement du mal à me dire que c'est la même personne qui a écrit ces livres qui sont si importants pour moi et pour des millions d'autres personnes sur cette planète et qui a écrit cette espèce de ramassis de conneries et d'horreurs sur son site internet et qui publie régulièrement des tweets immondes.
J'ai du mal à croire que ce soit la même personne et pourtant ça l'est. Je vais probablement déménager tout ce qu'il y a là derrière moi parce que j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie. Je vais passer à autre chose. On va dire que c'est un chapitre de ma vie qui se ferme. Voilà, pour utiliser la métaphore du livre. Harry Potter sera toujours dans mon cœur. Par contre, aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose et de m'attarder sur d'autres œuvres, d'autres auteurs qui, avec un peu de chance, auront une vision du monde beaucoup moins étriquée et beaucoup moins dangereuse. Ça tombe bien justement que j'ai lu ce mois-ci la duologie Six of Crows qui m'a vraiment fascinée, passionnée, que l'univers créé par Lee Bardugo soit vraiment si excellent et que je puisse m'y plonger parce que ça va peut-être un petit peu je sais pas, me rassurer. C'est con à dire, hein, c'est bête, c'est juste des livres hein, après tout, mais quand t'as un univers, t'as autant apporté dans toute ta vie, dans toute ton évolution, et que tu te rends compte que la personne qui a créé cet univers est une grosse pile de merde, bah ça fait mal et ça fait chier. Donc, tant pis, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Moi, c'est juste. Enfin, c'est pas moi qui suis touchée par ces paroles au final. Je suis triste. Ça m'attriste, ça m'énerve, mais ça me met pas en danger. Par contre, ça met d'autres personnes et des personnes qui me sont chères en danger. Et ça, c'est important. Je pense que j'ai assez parlé sur ce sujet et que je reviendrai sûrement pas dessus tant que ce sera pas nécessaire. Et voilà, je vais finir de lire la saga Harry Potter. Je le dirai dans mes vlogs lecture que je suis à tel ou tel tome de Harry Potter, mais je développerai pas plus que ça parce que même si ça me fait plaisir de les relire, même si cet univers me réconforte et me fait du bien, et même si j'aime toujours autant, bah j'ai plus envie d'en parler. Voilà, c'est tout. Sur cette note un petit peu triste, mais en même temps joyeuse, parce que bah, c'est la vie, hein, c'est comme ça, il faut évoluer, il faut passer à autre chose. En décidant de passer à autre chose, on peut aussi découvrir des choses meilleures et des choses qui nous font avancer et devenir meilleurs nous-mêmes. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un commentaire si vous le souhaitez, n'hésitez pas à parler de livres en commentaire, j'adore ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.